Chers étudiants, salam alaikum. Dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer toujours ce qu'il faut retenir de la deuxième partie micro-organismes intéressant la microbiologie alimentaire, dans sa deuxième partie suite, dans laquelle nous allons commencer les microcoques. Alors, les microcoques, aussi, ce sont des bactéries intervenant en microbiologie alimentaire. Comprend les genres Micrococcus, c'est la famille Micrococcaceae. Il comprend le genre Micrococcus, Planococcus, Staphylococcus, Stomatococcus, Staphylococcus, etc. Donc, dans cette famille, les cellules bactériennes généralement sont des cocci sphériques avec un diamètre de 0,5 à 2,5 micromètres, se divisent en plusieurs plans. Pourquoi on a cette forme microscopique? Elles se présentent des amas irréguliers, parfois réguliers, selon l'espèce. Elles sont habituellement immobiles et asporulales. Ce sont des bactéries aéro-anaérobies facultatifs, chimio-organotrophes. Elles ont un métabolisme respiratoire fermentatif. Elles sont habituellement catalase plus. Elles se cultivent dans des milieux contenant 5% de NaCl, chlorure de sodium, et certains entre 10% à 15%, tels que certains cas de Staphylococcus. Elles se développent bien sûr, lorsqu'on parle de staph, ce sont des germes halophiles. Pourquoi? Parce qu'elles se développent dans des milieux riches en chlorure de sodium NaCl. Pour le premier genre, c'est Micrococcus. Il comprend les microcoques qui sont hôtes normaux de la peau et des muqueuses de l'homme. Nous avons le genre Staphylocoque qui comprend une trentaine d'espèces. Certaines espèces sont hôtes de l'homme et des animaux et sont rencontrées aussi à la fois chez l'homme et chez l'animal. Et le troisième genre, il s'agit de Stomatococcus qui comprend Stomatococcus mucilaginosus qui fait partie de la cavité buccale. En commençant maintenant par l'espèce la plus développée, la plus reconnue la plus recherchée en microbiologie alimentaire. Il s'agit de Staphylococcus aureus. Ce germe est couramment appelé les staphes dorées. C'est dû à leur développement sur le milieu Chapman de couleur jaune. C'est pour ça qu'ils sont appelés les staphes dorées. Staphylocoque doré, en raison de leur couleur jaune qui apparaît sur la gélose Chapman. C'est une bactérie sphérique, cocci, d'accord, c'est une bactérie, oui, sphérique, cocci, gram positif bien sûr, anaérobie facultatif, ou bien aéro-anaérobie facultatif, ils sont immobiles et forment des amas réguliers de façon de grappes de raisin. C'est pour ça qu'ils sont appelés staph. En staph, ça veut dire en grappe de raisin. C'est une bactérie mésophile, neutrophile et halophile. Ça veut dire mésophile se développe à 37 degrés Celsius, neutrophile se développe à un pH est égal à 7, halophile elle se développe dans des milieux riches en NaCl. Son pH optimum ou bien son optimum de croissance se situe environ 37 degrés Celsius, pH entre 6,7 généralement neutrophile, 7, est capable de se développer dans des températures plus importantes entre 7 à 48 degrés Celsius. Le pH aussi, il peut être entre 4 à 10 pH 4 à pH 10. La croissance de Staphylococcus aureus est possible dans des milieux qui présentent une activité en eau très faible, ça veut dire entre voisinage de 0,83, ou bien il peut aussi se développer dans un milieu où l'activité de l'eau est de 0,99. Ça veut dire elles peuvent se développer dans plusieurs aliments. Les bactéries, c'est aussi un support. Elles sont capables de supporter une très grande concentration en NaCl allant de 10 à 15%. Généralement, il s'agit de 10 à 15%, généralement, il s'agit de Staphylococcus aureus. Les Staphylococcus aureus, ce sont des catalases plus, oxydase moins, nitrate réductase plus. Elles fermentent le glucose et le mannitol. La présence d'une coagulase identifie. En pratique, le Staphylococcus aureus, c'est l'espèce la plus développée au niveau
de certains types d'aliments qu'on va les développer par la suite. Elle peut présenter des différents types de pigments pour faire la distinction entre les staphes et les autres espèces qui sont pigmentées. Les staphes, voilà, avec une pigmentation. Ça, il s'agit de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, pardon, où la pigmentation est blanche. Nous avons les Staphylococcus aureus, la pigmentation est jaune. Là, nous avons les Pseudomonas ici, nous avons Serratia, donc les différentes espèces Micrococcus avec une pigmentation jaune, etc., etc. Ça veut dire ça, c'est la plupart des germes pigmentés. Après, bien sûr, avoir connaître les Staphylococcus aureus, elle provient bien sûr des manipulations. Pourquoi? Parce qu'on peut les trouver au niveau des mains de l'être humain, donc il peut être transmis lorsqu'on prépare un aliment dans des conditions non hygiéniques. On ne respecte pas les conditions hygiéniques. L'autre groupe bactérien intéressant la microbiologie alimentaire, il s'agit des streptocoques. C'est quoi les streptocoques? Ce sont des cocci gram-positifs CGP, de forme sphérique ou bien ovoïde, se présentent en chaînette, comme vous voyez avec moi. C'est pour ça qu'on les appelle en strepto, ça veut dire en chaînette. Plus ou moins longues, ça veut dire des longues chaînettes. Elles sont asporulales. Elles sont des aéroanaérobies facultatifs. Elles ne possèdent ni catalase ni oxydase. Elles se caractérisent par un pourcentage en GSC qui est très pauvre, entre 33 à 44 degrés, 33 à 44%. Les streptos se développent sur le milieu Slanets. Bien sûr, on peut y avoir plusieurs types de colonies, comme elles peuvent être caractérisées sur les milieux liquides. La classification des streptos, c'est une classification très particulière qu'on appelle la classification de Landsfeld. C'est quoi la classification de Landsfeld? C'est une classification qui se base sur les caractères antigéniques de l'espèce, ça veut dire des souches. La méthode de Landsfeld consiste à extraire des substances, bien sûr, pour différencier les sérogroupes, les groupes sérologiques. Il s'agit de l'extraction de caractéristiques d'une substance qu'on appelle l'acide chlorhydrique et l'acide formamide, puis les caractériser à l'aide d'un sérum sur précipitation en tube. Au-delà de cette expérience, M. Landsfeld a pu distinguer 18 grands groupes des streptos, parmi lesquels nous avons les 16 grands groupes qui sont liés à la nature de substrat polyosidique, ça veut dire substrat C. Il s'agit des lettres de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U. Et nous avons deux autres qui sont liés à la nature de l'acide teichoïque, ça veut dire il s'agit de l'antigène somatique O. Il s'agit de deux sérogroupes, D et N. Donc c'est par ordre alphabétique. C'est pour ça le groupe, par exemple, le D, il regroupe Streptococcus bovis et Streptococcus equinus qui sont présents chez les animaux et caractérise le groupe D avec un type d'hémolyse alpha. Ça veut dire qu'elles causent des maladies. Elles sont plus ou moins hémolytiques. Nous avons le groupe pyogène qui est Streptococcus pyogenes et Streptococcus agalactia qui provoquent des pharyngites. Et nous avons le groupe pneumocoque qui sont Streptococcus pneumonia, Streptococcus oralis et Streptococcus millerii qui sont présents au niveau des poumons qui peuvent provoquer des maladies pulmonaires. Il existe deux types de streptos qui sont dépourvus d'antigènes, de groupements antigènes, ça veut dire qui ne font pas partie de groupement Landsfeld. Il s'agit de Streptococcus thermophilus, qui est largement utilisé en industrie laitière. Mais ces streptococcus, ils sont récemment appelés Lactococcus thermophilus. Donc, ils ne sont pas devenus streptococcus, mais ils sont devenus Lactococcus thermophilus. Alors, nous avons certains streptos, par exemple ici, les Streptococcus lactis, Streptococcus cremolis, qui sont devenus maintenant Lactococcus lactis, Lactococcus cremolis, qui se développent au niveau du lait et produits laitiers. On a un autre type de classification, donc ça c'est concernant les streptos. Pour les streptos, pour faire la distinction entre les entéros, les streptos et les lactos, on les appelle un autre type de travail, un autre type de classification, d'autres travaux qui ont
bossé, bien d'autres travaux qui ont bossé sur la distinction entre les entérocoques, les streptocoques et les lactocoques. Il s'agit de Schleifer et Hall. C'est les travaux de Schleifer et Kuiper-Balz en 1984 jusqu'à 1987. Dans cette classification qui est assez modifiée, il existe trois grands genres qui sont maintenus et reconnus. Il s'agit premièrement du genre Enterococcus, avec ses espèces Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus durans et Enterococcus avitan. Il s'agit de groupes principalement les strepto aussi. Il s'agit anciennement appelés les strepto groupe D. Nous avons aussi les lactococcus. Voilà, il s'agit Lactococcus lactis, Lactococcus raffinolactis. Ce sont des anciennement appelés le groupe N, mais le groupe D, pardon, mais elles regroupent généralement les streptocoques lactiques. Ok. Et nous avons le troisième grand groupe qui est appelé anciennement pour Landsfeld le groupe N. Il s'agit de genre Streptococcus, d'accord, ou bien les streptocoques en général. Ces genres, bien sûr, ces streptocoques du groupe D, ils appellent les streptococcus qui constituent les entérocoques qui sont des espèces du genre, qui sont constituées des entérocoques anciennement appelés, mais récemment ils sont appelés les streptocoques pyogènes, bien les streptocoques du groupe D, Streptococcus pyogenes, Streptococcus digalactia et Streptococcus aqui. Donc, ces streptos, bien sûr, qui sont très développés. Aussi, on a le groupe des streptocoques oraux, ou bien les streptocoques de la cavité buccale. Certains streptocoques qui sont responsables, par exemple, au niveau de la salive, on peut trouver Streptococcus oralis. Et on peut trouver autres types de streptos qui sont responsables des caries dentaires qu'on appelle les Streptococcus mutans. On a aussi l'habitat, le pouvoir pathogène des streptocoques fécaux, bien sûr on les appelle streptocoques du groupe D, qui sont en réalité les plus développés, les plus recherchés en microbiologie alimentaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, le milieu intestinal héberge les entérocoques et les streptocoques qui possèdent l'antigène D, mais également des entérocoques et des streptocoques qui ne possèdent pas cet antigène. Par exemple, au niveau de ce tableau-là, nous avons Streptococcus salivarius qui se présente au niveau de la salive. Nous avons Streptococcus meteor qui se présente au niveau du rhinopharynx avec Streptococcus sanguis. Et nous avons les Streptococcus milleri, ça veut dire dans chaque étage, on peut trouver un type de streptocoque. Nous avons les Streptococcus mutans qui sont très reconnus au niveau des dents, qui peuvent provoquer des pathologies dentaires telles que les caries dentaires. Nous avons les Streptococcus pneumonia qui se développent au niveau du rhinopharynx, qui peut provoquer des pneumonies et des méningites, et d'autres types. Le seul qui est positif dans tous ces streptos, il s'agit du Streptococcus thermophilus, récemment appelé Lactococcus thermophilus. Il s'agit des germes qui se développent au niveau du lait naturellement. Ils se développent naturellement au niveau du lait et du yaourt. Généralement, revenons aux entérocoques. Classiquement, les entérocoques sont des micro-organismes capables de cultiver dans des milieux hostiles. La culture, c'est 6,5% en NaCl. Et le test le plus important pour caractériser Enterococcus par rapport aux autres Streptococcus, bien Lactococcus. Certaines souches existantes qui peuvent se cultiver dans ces conditions-là, il s'agit de Enterococcus faecium, il s'agit de Enterococcus fecalis, il s'agit de plusieurs entérocoques qui sont très reconnus en microbiologie alimentaire. Le caractère le plus distinctif des entérocoques par rapport aux strepto et par rapport au lacto, il s'agit de l'hydrolyse de l'esculine. C'est quoi l'esculine? Avec la présence de la bile, c'est un sucre ou c'est une source de carbone et d'énergie pour les streptos, pour les entérocoques, pardon. Par exemple, les entérocoques, les streptocoques bovis et certaines souches de Streptococcus suisse, elles cultivent dans des conditions, on peut faire la distinction entre eux, soit par la croissance sur le milieu NaCl avec bile esculine pour faire la distinction des entérocoques par rapport aux autres, soit le test hémolyse qui fait la distinction entre les différents Streptococcus pneumonia et les différents grands groupes des streptos Streptococcus pyogènes, Streptococcus, ça veut dire des groupes sérologiques de Landsfeld.
L'identification, elles peuvent être aussi réalisées par le système API 20, pas API, pardon, Strepto. C'est pas API 20, c'est API Strepto. Les souches isolées, généralement c'est isolé à partir de l'intestin humain, sont généralement identifiées et aisées. Par contre, les souches d'origine animale ou environnementale sont beaucoup plus difficiles à connaître. Les entérocoques, bien sûr, sont capables de se développer à une température de 10 degrés Celsius, pH 9,6. Elles peuvent survivre et persister à un chauffage à 60 degrés Celsius pendant 30 minutes. Ça veut dire il est difficile de se débarrasser des entérocoques. Ce sont des germes, bien sûr, très, très, très résistants. Enfin, le pouvoir pathogène des entérocoques, elles interviennent dans plusieurs infections hospitalières telles que le cas aussi le plus développé des streptocoques et des entérocoques. Il s'agit de Streptococcus faecalis, qui est la plus fréquente responsable des infections. D'accord, chez l'être humain, des infections polymicrobiennes, intra-abdominales, des infections monomicrobiennes, des endocardites chez l'homme âgé. Nous avons aussi, elles sont responsables de certains types d'infections urinaires. Ok, d'infections urinaires. Les entérocoques sont nombreux, sont résistants aux nombreux antibiotiques. C'est pour ça, pour étudier la résistance aux antibiotiques des entérocoques, elle est très difficile parce qu'elle résiste de multiples antibiotiques. Elle élabore des entérotoxines, c'est pour ça qu'elle provoque des maladies. Le cas de l'Enterococcus faecalis qui est responsable des infections aussi nosocomiales, elle est responsable aussi des infections intestinales, etc., etc. Elles peuvent vivre avec les campylobactères et les clostridium et causent des dégâts au niveau de tubes digestifs, ou bien ils sont appelés les mauvaises bactéries de la flore intestinale. La signification de la présence des entérocoques et streptocoques au niveau des aliments. Les entérocoques et streptocoques du groupe D sont constamment rencontrés dans la matière fécale et naturellement ont été décrites plus ou moins responsables de contamination fécale au niveau des eaux et des aliments. Ils sont en général plus abondants au niveau de la matière fécale. Donc, on peut calculer le rapport coliforme par rapport au streptocoque du groupe D s'il est supérieur ou inférieur ou égal à 1. S'il est égal à 1, ça veut dire le nombre de coliformes est égal au nombre de streptocoques du groupe D. S'il est inférieur à 1, ça veut dire le streptocoque groupe D est supérieur au coliforme. S'il est inférieur à 1, c'est le contraire. La situation est inversée chez l'homme. Les entérocoques et les streptocoques du groupe D sont témoins de sensibles de contamination fécale, ça veut dire qu'ils sont considérés comme source de contamination fécale, ou bien on les appelle les indices de contamination fécale. Alors, pourquoi, vous allez me poser la question, pourquoi toujours on étudie les streptocoques et les entérocoques? Parce que tout simplement, le développement, généralement au niveau des aliments, des streptocoques, ou bien chez l'être humain aussi, des streptocoques et des entérocoques, le développement des streptocoques s'accompagne avec le développement des entérocoques. Ce sont des germes pathogènes qui peuvent causer des intoxications alimentaires, aussi elles persistent, elles résistent aux antibiotiques, ça veut dire il est très difficile de les traiter. Pour les streptos, le caractère qu'on a fait auparavant, pour faire la distinction des streptos, il s'agit de alpha, bêta, ça veut dire le test hémolyse, hémolytique, alpha hémolytique, bêta hémolytique et gamma hémolytique. Pour faire la distinction entre les streptos et les entéros. Les entérocoques, ils sont non hémolytiques, avec gamma hémolytique. Ça veut dire pas de zone d'hémolyse lors de développement sur le milieu GS, la gélososome. Par contre, les entérocoques Pyogens et les streptocoques Pyogens et Agalactia, elles présentent un hémolyse complet. Par contre, un hémolyse partiel peut se développer pour les streptocoques pneumonia et streptocoques viridens. C'est pour ça, on peut dire que pour faire la distinction entre les streptocoques et les entérocoques, il suffit de faire le test hémolyse. Est-ce que ce sont des germes hémolytiques? Ça veut dire qu'il s'agit de strepto. Ou bien il s'agit des germes non hémolytiques, il s'agit des Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium. Par contre, certaines souches sont capables de se multiplier au niveau des plantes. Dans ces conditions, leur présence dans l'aliment est par contamination est primordiale. C'est une contamination d'origine fécale où on aura l'élévation de rapports coliformes fécaux
Streptococcus faeco, coliforme faeco, Streptococcus faeco, a été proposé par moyen d'appréciation de l'origine de contamination animale ou humaine, particulièrement dans les eaux. Ça veut dire si on veut calculer le rapport coliforme totaux sur coliforme fécaux, donc on peut proposer l'origine de cette contamination. Est-ce que c'est une contamination animale ou bien c'est une contamination fécale ou bien c'est une contamination par l'eau, bien transmission par l'eau, transmissible par l'eau. Il est possible, semblable cependant, que la variation de ce rapport soit trop importante pour apprécier cette origine. Par exemple, si on a le développement des bactéries au niveau de la matrice alimentaire, ça veut dire on doit chercher est-ce qu'il s'agit de l'origine animale ou bien de l'origine végétale. Puis, on a aussi le développement des streptos dans son milieu ou bien dans son environnement. On l'appelle le réel, c'est un environnement réel et complexe vis-à-vis à l'hôte et vis-à-vis au développement au niveau intestinal. Ça veut dire on peut trouver des streptocoques qui sont d'origine intestinale, ça veut dire qu'ils sont commensaux, et on peut trouver des bactéries qui peuvent se développer au niveau de la matrice alimentaire et qui peuvent provoquer des dégâts, des intoxications alimentaires. Maintenant, pour les méthodes de recherche, on a plusieurs méthodes de recherche des streptos. Les méthodes de dénombrement sur le milieu. On a le milieu qui exige la présence de la bile, acétate de thallium, l'éthyle violet, le cristal violet, telluride de potassium, thiocyanate de potassium, etc., etc. Le TTC, qu'on appelle le triphényl tétrazolium chloride, la kanamycine comme antibiotique, l'acide nalidixique, la polymyxine, la colicine. Donc tous ces antibiotiques sont additionnés pour le milieu pour favoriser uniquement le développement des entérocoques par rapport aux autres germes. Donc généralement c'est l'azoture de sodium qui est le plus fréquemment utilisé comme agent sélectif dans le milieu de culture d'isolement des streptocoques. Les méthodes de dénombrement des streptocoques fécaux, les plus reconnues au niveau de laboratoire, il s'agit de méthodes de présomption et confirmation. La présomption se réalise sur le milieu Evalitsky. On utilise un flacon à raison de 50 ml avec double concentration de roth et 5 tubes à raison de 10 ml pour double concentré et 5 tubes à raison de 1 ml pour 1 ml pour 5 tubes. Pardon. Toujours les tubes sont remplis à 10 ml, ok, tous les tubes, mais on ajoute 10 ml pour les premiers 5 tubes double concentré et 1 ml pour les autres 5 tubes simples concentrés. On incube à 37 degrés Celsius pendant 24 heures. Seulement les tubes positifs sont repiqués sur le milieu Litsky. Alors, sur le milieu Litsky, les tubes positifs sont repiqués sur le milieu Evalitsky. Donc, après une incubation, le repiquage et une incubation à 37 degrés Celsius, on fait le tableau en utilisant la lecture des résultats par le tableau MPP, ou bien on l'appelle de table de McCready. Le dernier ou bien l'avant-dernier grand groupe bactérien intervenant en microbiologie alimentaire, et c'est un groupe très bénéfique, c'est le contraire des groupes précédents, il s'agit de lactobacilles. Les lactobacilles, c'est quoi les lactobacilles? Ce sont des bacilles ou cocobacilles fréquemment en chaîne ou bien en chaînette, une température de croissance optimale entre 30 à 40 degrés Celsius, un pH entre 5 à 5,8, ça veut dire un pH plus ou moins acide. Elles peuvent se développer dans des pH inférieurs à 5. Ils ont une gamme de température allant de 5 à 54 degrés Celsius. Ce genre Lactobacillus est réparti en 3 grands groupes phénotypiques très différents. Nous avons le premier groupe, on l'appelle Thermobacterium, le deuxième groupe Streptobacterium, le troisième groupe, il s'agit de Beta-Bacterium. Les lactobacilles, c'est une flore commensale de tube digestif de l'homme. Elles sont utilisées comme des probiotiques aussi. Bien sûr, dans leur classification, ils sont très répandus, bien ils sont très proches, pardon. C'est un grand groupe bactérien, comme vous voyez avec moi. Et ils sont proches des leuconostocs, ils sont proches des lactocoques, etc. Donc, il s'agit de bactéries lactiques. En commençant les grands groupes, le premier groupe, il s'agit du groupe Thermobacterium.
Ce sont des lactobacilles homofermentaires stricts. C'est quoi homofermentaire? Ça veut dire qu'elles fermentent le lactose en acide lactique en grand pourcentage. La plupart, ce sont des thermophiles, c'est pour ça qu'ils sont appelés thermos, qui se développent à 45 degrés Celsius, mais elles ne se développent pas à 15 degrés Celsius. Il s'agit de Lactobacillus delbrueckii, qui se caractérise par des longues bacilles. Le deuxième groupe, il s'agit de groupe Lactobacillus, il s'agit de groupe Streptobacterium. C'est un groupe de lactobacilles hétérofermentaires facultatifs, ça veut dire la fermentation de lactose produit de l'acide lactique et autres alcools et CO2 et autres types d'acides, ça veut dire multiples acides, c'est pour ça qu'on les appelle hétérofermentaires. Elles sont mésophiles, se développent à 15 degrés Celsius aussi. Ils ne produisent pas le CO2 lors de la fermentation du glucose, mais elles produisent lors de la fermentation de gluconate. Il s'agit de Lactobacillus plantarum. Nous avons, ça c'est concernant le deuxième groupe. Concernant le troisième groupe, les bêta-bactériums. Les bêta-bactériums, elles comprennent des lactobacilles aussi hétérofermentaires stricts. Elles fermentent le glucose en acide lactique avec la production de CO2, la fermentation du glucose et du gluconate. Les espèces les plus fréquentées, il s'agit de Lactobacillus fermentum et Lactobacillus brevis. Voilà, Lactobacillus fermentum, ils sont utilisés comme ferment lactique pour la transformation du lait en produit laitier. Les lactobacilles du groupe 1, ça veut dire Lactobacillus delbrueckii sub sp bulgaricus, Lactobacillus delbrueckii sub sp lactis, Lactobacillus helveticus. Donc, elles rentrent dans la composition des levains pour la fabrication des différents types de fromages. Lactobacillus paracasei, subsp paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum. Elles peuvent également être utilisées pour la fabrication des yaourts. Il existe deux types de bactéries lactiques spécifiques dans les lactobacilles. Il s'agit de Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus delbrueckii sub sp bulgaricus et Streptococcus thermophilus qui sont impliqués dans la fabrication des différents types de fromages. Ça veut dire que ce sont tous la plupart des bactéries bénéfiques dans la transformation du lait et produits laitiers. Un autre genre primordial pour les bactéries lactiques, il s'agit de Carnobacterium. Le Carnobacterium, c'est quoi? C'est des minces bacilles, droits, légèrement incurvés. Elles se présentent de manière isolée ou bien parfois regroupées. Elles forment parfois des formes V, comme vous voyez avec moi, comme elles peuvent former des formes généralement caractéristiques, les formes V. Voilà. Parfois, elles ont des courtes chaînes. Elles ont un métabolisme fermentatif par la production de l'acide lactique. Ces bactéries sont capables de se développer à 8% en NaCl et à 45 degrés Celsius. Ça veut dire que ce sont des thermophiles. Elles donnent des colonies visibles. Parfois, elles peuvent se développer jusqu'à 10 degrés Celsius et 0 degrés Celsius. Le dernier grand groupe, comme vous voyez avec moi, il s'agit de Bifidobacterium. Si vous voyez les formes Y, automatiquement, il s'agit de Bifidobacterium. Le genre appartient au phylum différent qui est phylum Actinobacteria, la classe Actinobacteridae, l'ordre Bifidobacterial, la famille Bifidobacteriaceae et le genre Bifidobacterium, bifidum, l'espèce Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, etc. C'est quoi? Ce sont des bâtonnets ou bien des bacilles aux formes variées, généralement forme Y. Les Bifidobacterium sont immobiles. Ce sont des anaérobes, elles fermentent le lactose et d'autres sucres en acide lactique, en acide acétique. Ce sont des hôtes typiques de l'intestin humain et elles attribuent dans de nombreuses propriétés bénéfiques telles que les yaourts bifidus, telles qu'elles sont utilisées aussi comme des probiotiques, etc., etc. Plusieurs souches de bifidobactéries exercent certains effets probiotiques comme la réduction du cholestérol, l'amélioration de l'intolérance au lactose, la conjugation des acides biliaires, la stimulation du système immunitaire. Cependant, certains probiotiques sont en général la capacité des probiotiques à protéger contre les infections entériques qui demeurent à l'effet des probiotiques les plus étudiés de ce genre de bactéries, ça veut dire les plus particuliers, il s'agit de Bifidobacterium. De nombreuses souches de bifidobactéries ont montré leurs bénéfices sur la santé humaine et ont été déjà commercialisées par Danone, tels que Bifidobacterium lactis, il s'agit de Bifidus actif, qui sont utilisés pour la production de yaourts Activia.
Lorsqu'on peut donner la définition d'un probiotique, c'est quoi un probiotique? Voilà. Vous voyez ici avec moi le terme probiotique. Probiotique, c'est quoi? C'est un micro-organisme vivant. Lorsqu'il est ingéré en quantité suffisante, il exerce un effet bénéfique sur la santé, particulièrement la santé du tube digestif, l'amélioration du système immunitaire et autres. Les probiotiques sont principalement des bactéries et des levures. Elles présentent ou elles réintègrent, elles sont présentes ou bien réintroduites dans la flore intestinale résidente. Ces micro-organismes les plus utilisés, ce sont les bactéries qui appartiennent, ça veut dire les probiotiques, qui appartiennent au genre Lactobacillus, Streptococcus, Bifidobacterium, Enterococcus et ainsi qu'au Propionibacterium. Les levures aussi sont utilisées comme des probiotiques. Il s'agit de Saccharomyces boulardii. C'est pas Saccharomyces c'est Saccharomyces boulardii. C'est pas Saccharomyces cerevisiae, ok? Donc, ils sont également utilisés comme des probiotiques. Ça veut dire qu'ils ont un effet d'amélioration, d'absorption et un effet bénéfique sur le système immunitaire. Alors, après avoir connaître les bifidos, nous avons un autre grand groupe bactérien intervenant en microbiologie alimentaire. Il s'agit des actinobactéries, appelées anciennement actinomycètes. Ce sont des bactéries filamenteuses ramifiées, universellement répandues, très répandues au niveau du sol, au niveau des aliments, etc. On les trouve dans des différentes niches écologiques telles que le sol, l'air, les abris, etc., les sédiments marins, les lacs, etc. Nous avons parmi les grands groupes des actinos les mycobacterium, les streptomyces, les corynebacterium et les bifidobacterium. La forme, pourquoi on les appelle actinomyces? Parce qu'ils ont une forme végétative mycélienne. Elles se développent sous forme mycélienne. Mais ce sont des bactéries. La croissance a eu lieu et constitue des ifs, mais elles forment un grand groupe de micro-organismes prokaryotiques appartenant à l'ordre de Acinettomycétales. Les actinomycétales, pardon. Les actinomycètes sont des bactéries aérobies strictes, micro-aérophiles parfois, dont elles produisent des spores mobiles. Pourquoi? Parce qu'elles sont bien parfois des spores immobiles, parfois mobiles. Pourquoi? Parce que dans leur constitution, nous avons un substratum et une partie aérienne. Dans leur cycle de vie, elles sont formées des substratums, ça veut dire la base, et nous avons la forme aérienne qui constitue des spores. Les spores qui se germinent et se déplacent vers un autre endroit pour former un autre substratum. Le substratum se développe pour former des spores qui vont être libérés et puis ainsi de suite. Donc, c'est pour ça, au niveau des boîtes pétries, on peut visualiser et observer ces formes-là. Ce sont des formes mycéliennes, mais réellement, sous le microscope, ce sont des bactéries, ce ne sont pas des champignons, bien des mycètes. Physiologiquement et écologiquement, il existe deux groupes d'actinomycètes. OK? Donc, il s'agit des actinomycètes qui ont une forme fermentative, illustrée du genre Actinomyces et Bifidobacterium, qui habitent dans la cavité naturelle de l'homme et des animaux. En second lieu, nous avons les formes oxydatives aérobies telles que Streptomyces qui peuvent causer des maladies chez l'être humain. D'accord? Pardon? Qui peuvent causer des maladies chez l'être humain. Nous avons aussi les streptomyces qui peuvent se développer au niveau du sol. On les appelle les espèces telluriques et qui survivent sous forme des spores qui sont libérés et un large spectre de dispersion dans la nature. Donc, elles sont morphologiquement très, très, très complexes. Elles peuvent se développer au niveau des aliments. Pourquoi? Parce que, tout simplement, au niveau du sol, ils sont présents. Automatiquement, elles se transforment au niveau des végétaux. Donc, automatiquement, au niveau des animaux. Au niveau des aliments, pardon. Morphologiquement, le groupe Actinomyces inclut à la fois des espèces mycéliennes, rudimentaires ou point inexistants, tels que Mycobacterium. Voilà le premier cas. Nous avons des espèces mycéliennes, comme ce deuxième cas. Il s'agit des espèces au mycélium fugace, ça veut dire pour Nocardia. Une autre espèce, c'est des espèces mycéliennes où le mycélium est très développé, comme ce cas-là.
Lorsqu'il s'agit de mycélium très développé, on les appelle le genre Streptomyces. Donc les différents groupes des actinomycètes peuvent sporuler, ça veut dire donner des spores, selon le type de mycélium. Est-ce qu'il contient des endospores ou bien des exospores? Selon les conditions hostiles des ifs, elles peuvent former soit des endospores, ça veut dire qu'elles se développent à l'intérieur des ifs, hautement résistants à la chaleur et aux autres adversités. Nous avons les endospores aussi qui sont morphologiquement et chimiquement semblables aux endospores des bacillus. Pourquoi? Parce que tout simplement, on parle ici des bactéries, mais on ne parle pas des champignons. Les actinomycètes, au cours de leur développement, ou bien au cours de leur évolution dans le sol et dans les surfaces à usage alimentaire, peuvent produire des substances à forte odeur de terre et de moisie. Ces odeurs indésirables caractérisent certaines alimentations qui sont dues au métabolisme produit par les actinomycètes. Les principales bactéries rencontrées en industrie alimentaire, ce sont les Propionibacterium, les coriniformes, bien les Corynebacterium et les Streptomyces, ainsi que les Mycobacterium, qui sont responsables aux tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, qui ont cette forme très longue, bien trop longue bacille. Jusque-là, on a terminé avec le septième grand groupe bactérien intervenant en microbiologie alimentaire et on va entamer le dernier grand groupe bactérien intervenant en microbiologie alimentaire. Il s'agit des bactéries sporulées. Dans les bactéries sporulées, nous avons deux grands groupes bactériens. Nous avons les bactéries sporulées aérobies, représentées par Bacillus, et les bactéries sporulées anaérobies, représentées par Clostridium. En commençant par les bactéries sporulées aérobie Bacillus. L'espèce Bacillus, ce sont des bacilles rectilignes, comme vous voyez avec moi, à extrémités parfois carrées ou bien arrondies. La taille variable entre 1,2 à 10 micromètres de longueur avec 0,5 à 2,5 micromètres de largeur et 1,4 à 3 x 4 pour le Bacillus cereus. Ce sont des bacilles gram-positifs. Leur réaction gram-positive, elle est typiquement au cours de la phase exponentielle. Pourquoi? Parce que ce sont des bactéries sporulantes. Par la suite, elles se sporulent au niveau de la phase stationnaire. Les cultures âgées peuvent apparaître gram-négatifs, généralement mobiles, aptes à la sporulation, ça veut dire l'apparition des spores par la suite. Voyez avec moi, nous avons le développement des endospores. La spore ne prend pas une coloration de gramme. Par contre, elle est sphérique ou ovale à l'intérieur de la cellule bactérienne. Dans le cas douteux de cette coloration, elle peut être réalisée une deuxième fois pour confirmer la présence de ces endospores. Elle est sphérique généralement, la spore, à l'intérieur de la bactérie, elle est sphérique. Elle est déformante ou pas selon les espèces. L'emplacement, bien sûr, c'est l'emplacement central, subterminal ou bien terminal de la spore à l'intérieur de bacille, ce qui donne les différentes espèces. L'aptitude à la sporulation est mise en évidence par le test de thermorésistance, ça veut dire de mettre le tube pendant 10 minutes à 80 degrés Celsius. Les bacilles sont des catalase plus, aéro-anaérobies facultatifs. On les classe en fonction de leur morphologie de spore. Elles sont taxonomiquement, font partie de domaine Bacteria, Philamphrimicut, la classe Bacilli, l'ordre Bacillal, la famille Bacillacées et le genre Bacillus. Les bacillus sont ubiquitaires. Les bacillus sont ubiquitaires car leur spore est très résistant. Elle leur confère une très grande résistance. On les trouve dans les sols, principalement dans les réservoirs, dans l'eau de mer, au niveau des eaux douces, chez les plantes, etc. On les trouve au niveau des aliments transformés, même au niveau des produits stérilisés, alimentaires, médicamenteux. On peut trouver aussi les endospores, bien on peut trouver aussi les bacilles qui sont thermorésistants.
grâce à la présence de leurs spores. Les principales espèces des bacillus, il s'agit de Bacillus anthracis responsable de l'anthrax, comme vous voyez avec moi ici, c'est la maladie du charbon, qui a atteint l'homme et les mammifères tels que les ovins et les caprins, les oiseaux, les autruches, les canards, les insectes, les larves, occasionnellement l'homme. Et nous avons les Bacillus cereus qui occasionnent les intoxications alimentaires qui sont présents chez les sujets fragiles. Elles causent des septicémies, des méningites, des infections respiratoires. Il s'agit de Bacillus. Troisième groupe, c'est les Bacillus subtilis qui sont également impliqués dans les intoxications alimentaires. Les bactéries sporulées anaérobies, le deuxième grand groupe de bactéries sporulées, il s'agit de bactéries sporulées anaérobies, il s'agit de Clostridium. Ce sont des bactéries qui appartiennent du genre Clostridium. Ici, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Clostridium difficile. Les bactéries appartenant au genre Clostridium sont très répandues dans la nature grâce à la présence de leurs spores dans le sol, dans les eaux, dans les sédiments marins, au niveau des végétaux, etc. Certaines espèces sont rencontrées ou bien sont rencontrées dans le tube digestif normal de l'homme et des animaux. Ça varie entre 10 puissance 3 à 10 puissance 9. Ce sont pour la plupart des anaérobies stricts. Ils ont une forme végétative tuée rapidement dans l'air. Les formes végétatives sont tuées rapidement dans l'air, ça veut dire elles se sporulent. Elles sont plus ou moins souvent mobiles, avec ciliature péritriche, ou parfois certaines espèces sont immobiles. Elles gardent la coloration de gramme, mais comme le cas de la précédente, elles gardent cette coloration de gramme seulement au niveau de la phase de croissance, ou bien la phase exponentielle. Leur pouvoir pathogène s'exprime par la synthèse des protéines hautement toxiques, telles que le cas de Clostridium botulinum, qui sécrète, qui est agent causal de botulisme. Nous avons les Clostridium tetani, qui est agent causal de tétanose, qui est une toxi-infection consécutive de la souillure d'une plaie. Le caractère anaérobie des Clostridium est constant. Pourquoi? Parce que leur tolérance à l'oxygène, elle varie d'une espèce à l'autre. Ça veut dire, parfois, on peut trouver des micro-aérophiles, mais c'est très, très, très rare. Alors, ils ont découvert plus que 100 espèces clostridiales identifiées, mais 20 sont pathogènes. Parmi les 100, ça veut dire les 20% qui sont pathogènes. Ces germes pathogènes peuvent être subdivisés en 3 grands groupes qui sont basés sur la production de toxines et la cible elle-même, le tissu cible, pardon. Il s'agit des Clostridies neurotoxiques, Clostridies histotoxiques et Clostridies entéropathogènes. L'homme se contamine malheureusement accidentellement, les Clostridium, n'envahissant pas les muqueuses saines, mais pénètrent dans les tissus à la faveur d'une rupture d'intégrité des téguments ou par voie digestive. Les Clostridium spp sont alors à l'origine de 2 types de contamination des principaux tableaux cliniques. La voie, par exemple, d'entrée de cette bactérie dans l'organisme, il s'agit de la complication des plaies, par exemple dans le cas des gangrènes, dans le cas des tétanos, dans le cas de botulisme. Les infections digestives, elles causent aussi des toxi-infections alimentaires dues à Clostridium perfringens, des intoxications alimentaires dues à Clostridium botulinum. Pourquoi? Parce qu'elles sécrètent des toxines. Alors, si on veut récapituler pour les grands groupes bactériens gram-positifs, les Bacillus et les Clostridium, les bactéries sporulentes, elles altèrent les denrées alimentaires par le changement de goût, de couleur et d'odeur. Nous avons le cas de Bacillus et le cas de Clostridium. Si on veut faire la différence entre les deux, il s'agit de la dégradation des produits alimentaires énorme. Elle résiste par la sporulation. Elle peut se développer une deuxième fois à l'intérieur de l'aliment lorsque les conditions sont favorables. L'autre cas de gonflement des fromages, elle est due à la production de gaz H2 et une odeur désagréable qui est due à la sécrétion de l'acide butyrique pour Clostridium botulinum. Dans ce cas-là, les Clostridium sont
très 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 dangereux. Elles altèrent les aliments d'un degré inévitable. Maintenant, l'exemple le plus connu pour les Clostridium, il s'agit de Clostridium perfringens. C'est quoi Clostridium perfringens? C'est une bactérie très ubiquitaire, largement répandue dans l'environnement, le sol, les sédiments, l'eau d'égout, les lisiers, les poussières, les surfaces des végétaux, etc. Ce sont des bâtonnets larges, comme vous voyez avec moi. Elles ont une largeur de 1 à 1,5 micromètres. Elles sont immobiles avec des extrémités carrées. Ok. Elles sont sporulées à grains positifs anaérobie stricts, mais elles sont parfois aérotolérantes. Ok. Clostridium perfringens sporulent rarement dans les milieux usuels de culture. Ça veut dire elles se développent, en tant qu'il y a de nutriments, elles se développent uniquement dans les milieux spéciaux à la sporulation. Les cultures sont très gazogènes, ça veut dire en présence des sulfites qui sont réduits. L'apparition au niveau de tubes de milieu VF, viande, foie, Clostridium, sulfito-réducteur, on peut trouver l'apparition de colonies noires qui est due à la réduction de sulfite de sodium et haleine de fer. Les Clostridium perfringens généralement sont glucidolytiques, ça veut dire elles dégradent les différents types de glucides. Elles peuvent provoquer des intoxications alimentaires très aiguës. Alors jusque-là, on a terminé avec les grands groupes bactériens intervenant en microbiologie alimentaire et en allant vers le deuxième grand groupe bactérien, il s'agit des levures et des moisissures. Les levures. Les levures sont des champignons unicellulaires. Ce sont des eucaryotes, ne sont pas des prokaryotes. Les levures, ce sont des eucaryotes. Je répète, les levures, ce sont des eucaryotes. Ce sont des champignons unicellulaires qui sont capables de se multiplier par bourgeonnement ou bien par sesséparité, à part égaux ou bien par l'apparition des bourgeons. Comme vous voyez avec moi, ça c'est le sesséparité et ça c'est le bourgeon. Ok, ça c'est bourgeon, ok, bourgeonnement et ça c'est sesséparité. Les levures sont des espèces ubiquitaires qui sont présentes, distribuées largement dans la nature. Elles sont rencontrées chez les végétaux riches en sucre et qui peuvent chez les végétaux riches en sucre assimilables tels que les pommes, les raisins, etc., les fruits et légumes qui sont riches en sucre. On les trouve également dans les surfaces et à l'intérieur des êtres vivants, dans les eaux, dans l'atmosphère, dans le sol. Les spores sont très 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 développés. Elles ont un rôle capital dans l'industrie agroalimentaire au niveau de brasserie, au niveau de boulangerie, au niveau de cidrerie, au niveau de vinification, de fromagerie, etc. Pourquoi? Parce qu'elles constituent une source importante de protéines. Elles sont aussi rencontrées en tant que contaminants ou bien pathogènes opportunistes. La levure, bien sûr, elle possède un vrai noyau avec une paroi cellulaire, une membrane cellulaire, des mitochondries, la richesse en énergie, le cytoplasme et un vacuole. Leur mode de reproduction, elle se divise en 3 grands groupes classes que vous l'avez vu en microalgologie. Il s'agit des ascomycètes qui produisent un processus sexué dans l'asque, voilà, comme les ascomycètes résultant de la transformation de cellules après myose. Les basidiomycètes, basidium, réalisent la reproduction sexuée avec la formation de basidiospores. Ok, la formation de basidiospores sur le baside. Les deutériomycètes, voilà, regroupent l'ensemble des levures qui possèdent, bon, ça c'est les moisissures, pardon. Ces deutériomycètes, des levures, ne présentent pas un mode de reproduction très reconnu. Elles se multipliaient d'une forme par reproduction végétative. Les levures occupent une place essentielle dans l'industrie alimentaire. Elles participent à l'élaboration de nombreux aliments, la panification, fromagerie, brasserie et dans la production des enzymes, l'intervase, lactase, lipase, amylase, etc. Le glycérol ainsi que certains vitamines et solvants, mais aussi dans la revalorisation des déchets agricoles, industriels, dans la production des protéines, hétérologues, dans la production de vaccins tels que le vaccin de l'hépatite B, les levures ayant une grande valeur nutritive qui peuvent rentrer dans les aliments. Levures qu'on les appelle levures aliments, bien ce qu'on appelle levure de bière.
Ce sont des protéines d'origine unicellulaire. Elles s'effectuent sur des substrats très variés. Généralement, les levures sont admises à la consommation de 30 grammes de levure par jour pour l'adulte, qui permet de lutter contre la malnutrition. Elles sont très utilisées pour la panification, pour la transformation des aliments, pour différents processus agroalimentaires. Les levures font partie aussi de la flore normale du lait cru, environ 10 puissance 4 unités formant colonie par millilitre. Ce sont presque entièrement détruites par pasteurisation. Cependant, ils sont présents dans tous les stades de fabrication de fromage à raison de 10 puissance 6 à 10 puissance 8 cellules par gramme. La flore varie selon la technique fromagère, en particulier le salage, la sélection des levures tolérantes au sel. Dans les industries alimentaires, les autolysats des levures sont incorporés à raison de 1 à 3% pour enrichir la qualité nutritive des produits alimentaires sans modifier le goût. Elles peuvent remplacer des adjuvants d'extraction ou de synthèse coûteux tout en apportant leur potentiel nutritionnel. Ce sont bien sûr primordiales dans la transformation des grands aliments. Le pouvoir liant, ils ont la capacité de rétention de l'eau due à la richesse en protéines et en glucides dans sa structure. C'est un facteur de cohésion pour les produits amylases, les pâtes alimentaires, les plats cuisinés, les croquettes, etc. Ils ont un facteur correcteur, ça veut dire qu'elles corrigent la richesse en glutathion de pâtes de céréales, dont elles diminuent la dureté de la pâte feuilletée ou bien des pâtes brisées. C'est un agent de sapidité, ça veut dire fixateur, exhausteur d'arômes dû à la richesse de l'acide glutamique. Il est ajouté aux épices. Les levures leur permettent de mieux supporter le traitement thermique que leur impose. Elles sont généralement utilisées pour renforcer les arômes des poudres de fromage, des biscuits au fromage, et peuvent aussi remplacer totalement elles peuvent aussi totalement le glutamate de sodium ajouté à la charcuterie, célézonnerie, etc. Aussi, c'est un épaississant thermostable. Ça veut dire lorsqu'on a un aliment en petits pots pour le nourrissant, pour les sauces, pour les potages. Donc, c'est un épaississant très important. C'est un adjuvant aussi évitant le durcissement, comme on a dit auparavant, pour le durcissement de texture. C'est un stabilisant de viscosité des pâtes liquides et semi-liquides. Leur richesse en vitamines et en protéines font un adjuvant de choix pour les produits en régime. Donc, les levures sont primordiales, sont très importantes, mais on a un autre côté, c'est le côté contamination alimentaire. Malheureusement, elles peuvent causer aussi des changements indésirables dans les produits alimentaires, dans leur composition chimique, dans la concentration en oxygène, dans la température de facteurs de stockage, où elle peut rendre les aliments sélectifs vis-à-vis aux levures et nombre d'espèces capables de se développer. Par exemple, au niveau de pommes, au niveau de miel, au niveau des épices, on peut y avoir le développement de levures qui peuvent détériorer la valeur nutritionnelle de cet aliment. Ça veut dire que c'est le côté positif. Par exemple, les viandes réfrigérées, parfois, ils sont contaminées par candida, par trichosporan. Le lait concentré, il est concentré, sucré, il est très sensible à l'attaque des levures avec fermentation gazeuse. Le beurre, la crème, le miel, ils sont attaqués par candida, par rhodotolula, les lipolytiques. Aussi, les fromages sont attaqués par certains types de levures. Parmi elles, ils peuvent être utilisés comme agents conservateurs, mais dans certains cas naturels, lorsqu'ils se développent au niveau de la nature, donc elles peuvent causer des dégâts ou bien des altérations au niveau des aliments. Deuxième grand groupe des champignons qui intervient en microbiologie alimentaire, il s'agit des moisissures. C'est quoi les moisissures? Ce sont des champignons filamenteux, hétérotrophes, qui ont une action bénéfique mais aussi néfaste pour l'homme et les animaux.
aliments. Ce sont des micro-organismes ubiquitaires qui se développent sur une grande variété de substrats. Ce sont des aérobies, saprophytes, mais certains parasitent l'homme et les végétaux. Voilà, elles se développent dans des zones humides. Elles se développent donc, leur développement, bien sûr, il est néfaste lorsqu'elles prolifèrent, lorsqu'elles se développent dans un milieu. Donc, il est très difficile de se débarrasser de ces moisissures. Elles sont aérobies, ça profite, mais certains sont parasites. Les espèces des moisissures les plus fréquemment rencontrées dans les aliments appartiennent au genre Aspergillus, Penicillium et Fusarium. Les principales moisissures, Aspergillus par exemple, Eurotium, les moisissures Rhizopus, moisissures Xyromyces, les moisissures sont ubiquitaires et présentent d'avantages économiques et intéressants pour l'homme. Dans les milieux naturels, elles contribuent avec les micro-organismes à la biodégradation et le recyclage de la matière organique, comme litière et le bois. Ils ont un rôle aussi dans la fabrication de produits laitiers tels que la fromagerie, tels que la production de camembert par Penicillium camemberti. C'est un moisissure dès la production de fromage pâte molle et croûte comme le camembert, brie et colombier. Le Penicillium camemberti est un protéolytique lipolytique. Le métabolisme des lipides produit la fermentation de méthylacétone qui caractérise du goût de produit. Le Penicillium roqueforti aussi, au niveau de Roquefort, est un moisissure bleu, de couleur bleue, qui a 4 rôles dans le fromage bleu. Premièrement, la dégradation aérobie de l'acide lactique utilisé comme substrat de croissance. Deuxièmement, la protéolyse, la lipolyse et la transformation des acides gras en méthylcétone et confère au fromage des pâtes persillées, leurs propriétés gustatives et caractéristiques. C'est dû à la qualité et la richesse de ce type de fromage bleu dû à Penicillium roqueforti. D'autres moisissures sont exploitées pour la production des enzymes. Par exemple, 40% des enzymes produites industriellement par les moisissures, les acides organiques tels que l'acide citrique, l'acide gluconique, certaines espèces produites par certaines espèces de Aspergillus et Penicillium. Alors, des médicaments sont produits, par exemple, la production de la pénicilline par Penicillium chrysogenum, de céphalosporine par Cephalosporium acremonium, etc., etc. Environ 22% d'antibiotiques sont identifiés par les champignons filamenteux. Il a noté que la production de biomasse, des moisissures de biomasse de Penicillium chrysogenum, sert aussi comme engrais ou aliment de bétail. Donc, les moisissures telles que Penicillium, ce sont des producteurs d'antibiotiques qui sont très utilisés en agroalimentaire. L'aspergillus, par exemple, produit aussi d'autres métabolites qui sont dangereux. Il s'agit des aflatoxines, ou bien on les appelle les mycotoxines, bien sûr, qui causent des dégâts dans les aliments. Certaines, donc, la production des mycotoxines. Certains moisissures aussi ont un côté négatif bien néfaste. Il s'agit de la production de mycotoxines avant et après la récolte, pendant le stockage, le transport, la transformation des aliments, de la matière première, etc. Donc, on aura le problème de la production des mycotoxines par les champignons. Par exemple, Penicillium roqueforti est utilisée dans la production du roquefort. Elle peut produire aussi des mycotoxines. Donc, c'est un inconvénient et qui peut développer dans d'autres aliments que les produits laitiers fermentés. Ça veut dire qu'elles ne se développent pas au niveau du produit laitier fermenté, mais elles peuvent se développer dans d'autres produits laitiers. Donc, pour terminer, on terminera avec les mycotoxines. C'est quoi les mycotoxines? Ce sont des métabolites secondaires peu volatiles élaborés par diverses espèces de moisissures dans certaines conditions environnementales. À l'heure actuelle, ces espèces de moisissures sont connues comme ayant capacité de produire des toxines. Leur biosynthèse est dépendante de plusieurs facteurs, dont la température, l'intensité lumineuse, le dioxyde de carbone dans l'air, les éléments nutritifs disponibles, la présence d'autres espèces, en compétition. Certaines toxines sont produites par les champignons, peuvent avoir des effets sur la santé plus insidieux
Il s'agit de certains qui sont les aflatoxines qui sont très dangereux. Malheureusement, parfois ils sont cancérigènes, mais c'est pas encore confirmé, mais ils ont un rôle néfaste. Donc, parmi les mycotoxines, nous avons les aflatoxines qui sont produites par Aspergillus flavus, qui sont des champignons appartenant apparentés se développent dans les aliments et forment des aflatoxines malheureusement parfois cancérigènes. Par exemple, si le bétail consomme des aliments contaminés par les aflatoxines, ça peut apparaître aussi dans le lait et les produits laitiers. Outre importantes dans les céréales, les aflatoxines sont aussi observées au niveau du caca, au niveau des raisins, au niveau du beurre, au niveau des cacahuètes, au niveau de farine de soja, etc. Alors que le mode d'action des mycotoxines est très varié, certains sont neurotoxiques, donc ils ont une toxicité selon la dose journalière absorbée. La toxine passe de l'aliment dans le sang via la muqueuse digestive en attaquant les organes. L'aflatoxine est connue pour provoquer des nécroses du parenchyme hépatique, de la patuline produite par Penicillium expansum et Aspergillus clavis peut se trouver au niveau de pommes moisies et entraîne des lésions de poumons, des reins, de la rate et des neurones. Jusque-là, chers étudiants, on arrivera à la fin de notre cours. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et je vous remercie encore une fois et bon courage.